Alors, donc on vous voit là aujourd'hui, on vous voit. Oui, là Voilà. on me voit. Là on vous voit, on voit sur une chaîne donc sur le web. Oui. Et votre vie est remplie à la fois de passion, j'imagine, d'abord pour faire ce métier. Oui, c'est un métier que j'ai choisi très jeune, Voilà. 17 ans. Et c'est un métier que j'ai eu la chance de faire d'une façon passionnée tout le temps, même si c'est un métier difficile, vous le savez bien. Mais c'est un beau métier quand on se met au service du public. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, y compris pendant mes années de CSA, et y compris depuis que j'ai terminé mon mandat au CSA. J'essaie de continuer de travailler pour le public, pour les gens qui regardent la télévision, avec aujourd'hui la notion nouvelle pour moi. Je suis redevenu téléspectateur depuis 3 ans, et donc je me permets de porter le jugement d'un téléspectateur un peu averti sur les coulisses de la télévision. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Cela dit, tout ce qu'on voit actuellement, on l'a vu des années auparavant quand même. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait pas. La télé-réalité par exemple. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux questions d'information. Oui. Et la télé-réalité, ça n'est pas... J'ai regardé ça comme tout le monde avec Distance. avec distance. Il faut toujours prendre de la distance. Non, je me suis intéressé à l'information qui, elle, a profondément changé par les chaînes d'information, par des chaînes comme les vôtres. Donc, au contraire, c'est un secteur qui pose de nouveaux problèmes et qui présente de nouvelles opportunités également. Bien sûr. Ce sur quoi j'essaie de réfléchir dans le livre, notamment, la difficulté qu'ont les chaînes d'information en continu de faire de l'information véritablement en continu. Est-ce qu'on ne prend pas plus de risques avec la vérité, la réalité? C'est un peu ma réflexion parce que je pense qu'en matière d'information, il y a de nouvelles problématiques. Et les problématiques, la première, c'est dire la vérité. Un journaliste, à la base, d'ailleurs c'est dans sa charte journaliste, c'est de dire la vérité. Or, actuellement... C'est le mot vérité qui soit utilisé dans la charte des journalistes, c'est l'honnêteté. Oui. Parce que la vérité, mon bon monsieur, ça Il y en a dépend. plusieurs, je sais. Oui, chacun a une part de vérité. Tout dépend de l'angle de caméra, bien sûr. Cela dit, quand même, la crédibilité actuellement, elle souffre énormément. C'est-à-dire qu'on voit énormément de téléspectateurs qui vous disent on n'y croit pas vraiment, quoi. Oui, mais c'est une question globale de crédibilité. Ça ne concerne pas que les médias. Vous constaterez que l'ensemble des institutions sont remises en cause par le public, que ce soit la classe politique, la classe médiatique. Il y a une crise de confiance, effectivement, qui est souvent argumentée. Et c'est vrai que notamment pendant les années où j'ai été au CSA, où j'ai travaillé sur les questions de déontologie, j'ai vu que, non pas que les journalistes soient malhonnêtes, mais que parfois, ils ont tendance à travailler trop vite, et quand on travaille trop vite, il peut arriver que l'on dise des erreurs. C'est pour ça que notamment en matière d'investigation, il faut de l'argent pour faire de l'investigation. Oui. Et le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent. Donc sinon, on peut écrire des livres, voilà. Et là, on a un peu plus de temps pour écrire, comme Pierre Péan, qui est un enquêteur remarquable. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez personnellement. Voilà, c'est un enquêteur remarquable et à chaque fois, il prend son temps. Il prend son temps. Il n'écrit pas un livre tous les mois, comme un SAS. Vous savez, l'information est multiforme. Hein. Oui. Ça fait partie de la proposition d'information. Peut-être plus fouillée, plus creusée, mais il y a à côté de ça des chaînes et des radios aussi, c'est valable pour les radios, qui elles sont dans l'information immédiate et ça pose un certain nombre de problèmes. Oui. Déontologique, juridique. Oui. Oui, c'est arrivé, notamment dans le cas de BFM TV récemment, par rapport à l'attentat. Pas que BFM. Oui, enfin bon, on a cité BFM par rapport à un point précis. Hein, c'était une information donnée par la police qui avait été relatée. Oui, concernant la présence d'un otage, c'est ça. Enfin, d'un otage qui n'était pas encore un otage, quelqu'un qui était dans la chambre froide de l'hypercachère. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce qu'il faut justement, à partir du moment où on a une information de la police, est-ce qu'il faut la donner? Ça, c'est toute la responsabilité du journaliste. Et ça, la responsabilité, c'est quelque chose que chacun gère pratiquement à chaud sur des affaires pareilles. Il est évident que si j'avais eu moi, comme journaliste, une information aussi délicate, je ne me l'aurais pas donnée. Ah, c'est votre propre conscience? C'est ma conscience. Et j'écoute ceux qui ont fait un autre choix. Et quand j'étais au CSA, puisque la loi encadre aussi ces questions-là, il m'est arrivé d'intervenir quand j'estimais que ce n'était plus qu'un problème pas simplement un problème de conscience, mais parfois un problème de trop grande rapidité. C'est plus la rapidité que c'est le manque de temps souvent. Vous avez parlé du manque d'argent pour l'investigation, mais l'autre ennemi, c'est le temps. C'est le temps, bah oui, tout à fait. Et on veut tout le temps informer immédiatement.
Et parfois, l'information est... Oui, puis ce sont de faux directs, parce qu'en fin de compte, c'est surtout toutes ces télévisions issues de France Info, en fin de compte, qui au départ a été créée pour donner l'information en continu, hein, c'était la radio au départ, ne procèdent pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai direct en permanence. C'est des points de vue au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on reprend, on reprend les mêmes informations. Oui, c'est-à-dire c'est du direct. Les grandes chaînes comme BFM, LCI, Télé sont en direct effectivement, oui. Mais c'est vrai que ce sont des chaînes d'information en continu qui sont amenées à redire très souvent voilà. la même chose. Donc il n'y a pas de nouveaux éléments et c'est toute la problématique d'information. C'est comment peut-on tenir une antenne, ça a été le cas au moment des attentats de janvier dernier, comment peut-on rester 72 heures en direct quand on n'a pas de nouvelles informations à donner. C'est une problématique importante, c'est une des thématiques que vous travaillez donc, qu'on voit dans votre... sans me poser comme un juge, simplement comme quelqu'un qui dit il est temps de réfléchir. Oui. Et vous pensez que les patrons de chaîne n'ont pas réfléchi à ça? Si. Quand j'étais au CSA, j'ai beaucoup parlé avec eux. Et je pense qu'il faut justement que ce soit des gens qui prennent un peu de recul parce qu'ils sont dans la fabrication, ils sont dans le quotidien. Ils sont dans le jus. Dans l'urgence. Et donc il faut que personne leur donne un peu leur point de vue un peu extérieur. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de faire. Le CSA, on disait, c'est gendarme de la télévision. C'est ce qui était dit. C'est un des surnoms, mais moi voilà. je ne sais pas, vous avez vu ma tête, vous voyez avec la képi. Non, pas tellement. Mais disons, c'est ce qui est resté, quoi. Donc, et il est souvent contesté. Dernièrement, il était contesté par rapport à la nomination de la nouvelle PDG de France Télévisions. Exact. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, j'ai été un des premiers à dire, en tant qu'ancien membre du CSA, que j'étais surpris par le manque de transparence dans la procédure de sélection. Quand j'étais membre du CSA, entre 2007 et 2013, j'avais réussi à imposer à mes collègues que les auditions des futurs patrons du service public, de la radio et de la télévision, soient auditionnées publiquement par le CSA. Ça n'est plus le cas, je le regrette. Je pense que si on faisait œuvre de transparence, on ne donnerait pas le sentiment aux téléspectateurs qu'on leur cache quelque chose. C'est dommage parce qu'il y a à ce moment-là des lobbies. Les lobbies qui se sont exercés apparemment. Enfin, moi j'ai eu des informations émanant de syndicats notamment qui disaient qu'il y avait des lobbies qui étaient intervenus dans la nomination. Je n'ai pas pu mener l'enquête, je suis comme vous, j'ai lu un certain nombre de choses, j'ai entendu, cela dit, un certain nombre de candidats malheureux, entre guillemets, et je me pose effectivement quelques questions. Comme Marie-Christine Saragosse notamment, on peut se poser des questions. Cela dit, c'est au CSA, sous sa forme actuelle, de répondre aux critiques qui lui sont adressées. Toute institution de régulation est critiquée ou critiquable parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes. C'est normal aussi qu'on puisse lui poser des questions et qu'elle doive répondre. Mais il y a un aspect politique aussi, que la politique est présente aussi un peu au CSA. Il y a des nominations politiques. Moi, je ne parle que de mon cas. Moi, j'ai été nommé officiellement par Jean-Louis Debray. Je ne connaissais pas, je le raconte dans le livre, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais rencontré. Jamais rencontré, je l'ai rencontré après. J'ai eu le sentiment, peut-être allez-vous trouver ça prétentieux, que j'avais été nommé en tant que journaliste et non pas en tant que membre d'un parti politique, ce que je n'ai jamais été. Je suis un citoyen qui pense et qui vote, mais mon sentiment et mes opinions sont pour moi, n'étaient pas pour les téléspectateurs. Moi, mon rôle de journaliste, c'était de faire en sorte, notamment quand je faisais l'émission J'ai rendez-vous avec vous, où je donnais la parole. Oui, je me rappelle. Tous les dimanches dans la rue, c'était de faire en sorte que les téléspectateurs puissent s'exprimer. C'est ça. C'était pas de donner mon avis. Tout à fait. Mais parler du président du CSA, qui est quand même l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, Olivier Chamec. Oui, Olivier, oui. Oui, Olivier Chamec, oui. C'est quand même aussi, c'est pas par hasard. Écoutez, moi je ne suis pas celui qui nomme. Moi je n'exerce que sur ce qui a été ma responsabilité. C'est écrit dans les textes, les membres du CSA sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est une loi qui a prévu ça. Si on estime qu'il faut changer cette loi, c'est aux législateurs de le changer, c'est-à-dire aux députés, aux sénateurs. Parfait. Merci Rachid Ram. Je vous en prie, merci de votre intérêt.